Bonjour et bienvenue dans cette seconde session des cours de management des entreprises. Dans cette session, nous allons voir la planification. On va commencer d'abord par une petite définition en indiquant ce qui est la planification et ce qu'elle n'est pas. Ensuite, nous allons voir les différentes typologies de la planification. Après quoi, nous allons examiner le système d'objectifs. Le quatrième point de cette seconde session, c'est la démarche de la planification, c'est-à-dire concrètement comment on procède pour planifier. Un point très important qui va suivre la démarche, c'est le processus de formulation des objectifs. Et à la fin, nous allons voir les limites de la planification. La planification est un processus formalisé de prise de décision qui élabore une représentation voulue de l'état futur de l'entreprise et spécifie les modalités de mise en œuvre de cette volonté. La planification est l'action qui marque la volonté de l'entreprise d'agir sur le futur. Donc planifier, c'est concevoir un futur désiré et les moyens d'y parvenir. Pour mieux comprendre ce concept, on doit préciser que la planification n'est pas la prévision, car en plus de celle-ci, on trouve cette volonté d'agir sur le futur. Encore une chose, la planification n'élimine pas le risque. Le fait de planifier n'élimine pas le risque. L'exemple le plus récent, c'est la propagation du virus Covid-19 qui a chamboulé complètement les plans de toutes les entreprises à travers le monde. La planification n'a pas pour but prioritaire l'élaboration d'un plan, mais le plan reste une partie importante de la planification. N'oubliez pas, nous avons dit que la planification est un processus formalisé. La formalisation, c'est le fait de mettre les plans noir sur blanc. La planification, en revanche, est un instrument d'action. Elle donne à l'entreprise le moyen d'agir sur le futur. La planification est aussi un instrument de motivation, puisqu'elle engendre une circulation d'informations que chacun se sent motivé par la réussite de l'ensemble. La planification est un instrument de cohérence. Elle assure les ajustements entre les personnes, entre les structures de l'entreprise, les divisions, les directions et entre les échéances de réalisation des objectifs. Il existe plusieurs typologies de la planification. D'abord, il y a la classification selon la portée, dans laquelle on trouve la planification stratégique et la planification opérationnelle. La classification selon la durée, la planification à long terme et la planification à court terme. Il y a même une planification à moyen terme. La troisième classification selon la spécificité. Il y a la planification directionnelle, il y a la planification spécifique. Et puis, il y a une autre classification qui est la classification de la planification en fonction de l'application. Donc là, il y a la planification ponctuelle et la planification permanente. On va commencer d'abord par la première classification. Selon la portée, planification stratégique ou opérationnelle. La planification stratégique s'adresse à l'organisation dans son ensemble. Donc, elle touche toutes les composantes de l'organisation. Elle positionne cette organisation par rapport à son environnement et lui fixe les objectifs globaux. Par contre, la planification opérationnelle, appelée encore la planification tactique,
elle expose en détail comment parvenir aux objectifs généraux de l'organisation. Généralement, elle couvre de courtes périodes, mensuelles, hebdomadaires, trimestrielles, semestrielles, etc. La deuxième classification, c'est selon la durée. La planification selon la durée. Donc il y a la planification à long terme ou à court terme. La planification à court terme couvre une période inférieure à une année. Et la planification à long terme couvre une période supérieure à 3 ans, parfois même 5 ans. Donc c'est selon l'activité de l'entreprise, selon la nature de l'activité de l'entreprise. La différence entre la planification à long terme et la planification à court terme est essentielle quant à la durée des engagements de l'entreprise. D'une part, plus la planification détermine les engagements à venir, plus sa durée doit être longue. D'autre part, plus l'incertitude est grande, plus la planification doit être de courte durée. La troisième classification de la planification, c'est selon la spécificité. Est-ce qu'on spécifie en détail les objectifs ou pas? Donc là, on trouve la planification directionnelle ou spécifique. La planification spécifique énonce des objectifs précis, sans ambiguïté, et ce, sur la base de prévisions précises et exactes. Ce n'est pas toujours possible dans un environnement incertain, mais il y a des outils qui aident les managers à avoir des informations fiables. La planification directionnelle définit les grandes lignes et elle est caractérisée par une grande souplesse par rapport à la planification spécifique. On passe à la quatrième classification. Donc là, on trouve la planification ponctuelle ou permanente. Donc la planification ponctuelle répond à une situation unique, peu susceptible de se reproduire. Par contre, la planification permanente concerne des actions qui se répètent dans l'organisation. Je vous donne quelques exemples. Pour la planification ponctuelle, par exemple, une extension d'activité, une délocalisation. Donc ça, on risque pas de le revoir chaque mois ou même pas chaque année. Donc ça, c'est un projet, on le planifie, on le réalise et on contrôle à la fin. La planification permanente, elle concerne des actions qui se répètent dans l'organisation. Par exemple, la planification du programme de production, la planification des ventes, la planification des ressources humaines. Donc ça, on le rencontre d'une manière permanente dans l'entreprise. Un objectif est ce que nous voulons ou espérons réaliser. Donc, les objectifs constituent les fins que visent les activités de l'entreprise. Ils se traduisent concrètement par des cibles à atteindre en poursuivant une stratégie et en utilisant un certain nombre de moyens. La formulation des objectifs doit obéir au respect de certains critères qu'on peut regrouper sous l'acronyme SMART. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour accepté, R pour réaliste et T pour l'horizon temporel. Spécifique. Les objectifs doivent être formulés d'une manière précise, objective et compréhensible par tous. Mesurable. Les objectifs doivent être mesurables et quantifiables, même s'agissant d'éléments non quantifiables. Donc, on va essayer de trouver le moyen de transformer les éléments non mesurables en éléments mesurables. À titre d'exemple, la satisfaction au travail, on peut la mesurer à travers l'absentéisme, à travers le turnover des employés.
Donc il y a des éléments qui nous permettent de mesurer des éléments qui sont au départ non mesurables. Le A, accepter. Les objectifs doivent être acceptés par les personnes qui les assument. Donc un objectif ne doit pas être imposé. Les objectifs doivent aussi être réalistes. Les objectifs sont fixés pour être atteints. La probabilité de succès doit être plus près de 90% que de 50%. L'échec doit rester l'exception, ce qui signifie que les ressources et moyens pour les atteindre sont disponibles. C'est-à-dire on a les moyens de réaliser les objectifs. Donc ces moyens doivent être mis à la disposition de ceux qui assument la réalisation de ces objectifs. Et le T, à la fin, c'est l'horizon temporel. Donc les objectifs doivent être définis dans le temps par une date qui fait partie de l'objectif. C'est-à-dire on détermine la date à laquelle on doit atteindre cet objectif. Ce schéma nous montre la diversité des objectifs poursuivis par les entreprises. D'abord, il y a les conditions de succès, à savoir l'efficacité et l'efficience. L'efficacité, c'est la concordance du résultat de l'action menée avec l'objectif, les objectifs poursuivis, c'est-à-dire l'efficacité, c'est la réalisation des objectifs. L'efficience, c'est la réalisation des objectifs, mais à moindre coût. Donc l'efficacité et l'efficience conditionnent la satisfaction de trois impératifs vitaux, à savoir la compétitivité, la solvabilité et la rentabilité. La compétitivité, c'est l'aptitude de l'entreprise à affronter la concurrence avec des chances de succès. La solvabilité, c'est la capacité de l'entreprise à faire face à ses échéances et à rembourser ses dettes. La rentabilité, c'est la capacité de l'entreprise à dégager un profit, c'est-à-dire un surplus monétaire net. Donc, aux exigences de fonctionnement correct s'ajoute le respect de trois contraintes complémentaires de survie, à savoir la vitalité de l'entreprise, la capacité à maintenir son autonomie et la flexibilité. La vitalité de l'entreprise. On parle parfois même d'animation, qui repose en définitive sur la valeur des hommes qu'elle rassemble, donc sur sa capacité à développer leurs compétences, leur coopération à l'œuvre commune et leur cohésion. La capacité à maintenir son autonomie, à savoir l'indépendance du centre de décision qu'elle représente. En ce qui concerne la flexibilité, l'entreprise vit dans un milieu ambiant, complexe et en évolution rapide. Elle est donc obligée, sous peine de disparaître, de s'adapter en permanence au changement de l'environnement. On peut même parler de flexibilité offensive et de flexibilité défensive. La flexibilité offensive, c'est-à-dire imposer les changements, créer le changement, comme le font de nombreuses grandes entreprises. Et la flexibilité défensive, c'est l'adaptation au changement, c'est-à-dire on est en train de subir son environnement. En pratique, la planification et les plans ne sont pas déterminés en une seule fois pour toutes. L'entreprise procède d'une façon structurée, telle que montrée sur ce schéma. Donc, elle procède d'une façon structurée par une série d'étapes qui donnent lieu à des évaluations de cohérence et de faisabilité. Une fois les objectifs fixés, l'entreprise procède à un diagnostic qui touche d'un côté son organisation interne et d'un autre côté son environnement externe. On retrouve souvent ce diagnostic sous l'appellation de l'analyse SWOT, qui met en commun les forces et les faiblesses
internes à l'organisation avec les opportunités et menaces externes à l'organisation. Donc cette analyse combine l'étude des forces et des faiblesses de l'organisation avec celle des opportunités et des menaces de son environnement afin d'aider à la définition d'une stratégie de développement. Au terme de l'analyse de l'environnement, le manager doit évaluer les données obtenues en termes d'opportunités à exploiter et de menaces à affronter. Le but de l'approche est de prendre en compte dans la stratégie à la fois les facteurs internes et les facteurs externes, en maximisant les potentiels des forces et des opportunités et en minimisant les effets des faiblesses et des menaces. Au terme de ce diagnostic et en fonction des résultats obtenus, l'entreprise se retrouve devant deux situations. Soit elle maintient ses objectifs fixés auparavant, soit elle propose de nouveaux objectifs plus réalistes. Une fois cette étape achevée, l'entreprise détermine la stratégie à suivre, les plans opérationnels pour mettre en œuvre cette stratégie, les budgets alloués à la mise en œuvre de ces plans, et bien entendu, à la fin, on doit contrôler tout ça. La question suivante qui se pose, c'est comment formuler les objectifs. Donc la formulation méthodique des objectifs suppose le respect de plusieurs étapes. La première étape, c'est la recherche des objectifs possibles pour l'entreprise. Cette recherche s'effectue pour ce qui concerne les objectifs supérieurs. À titre d'exemple, l'amélioration de la rentabilité, la croissance, la conquête du marché, etc. C'est-à-dire uniquement les objectifs supérieurs. Deuxième étape, l'opérationnalisation des objectifs. Une fois les choix possibles énoncés, il convient de les préciser en leur donnant un double contenu concret. Le premier contenu, c'est les valeurs à atteindre, c'est-à-dire passer par exemple de 20 à 30% de part de marché, réaliser un taux de croissance de 10%, améliorer la rentabilité de 5%, etc. La deuxième composante, ou bien le deuxième contenu, c'est le moment où les objectifs doivent être réalisés. C'est-à-dire améliorer la rentabilité de 5% d'ici 2 ans. Et on donne l'horizon temporel à notre objectif. La troisième étape dans le processus de formulation des objectifs, c'est l'analyse des relations entre les objectifs. Dans cette phase, on effectue deux types d'analyses. Les premières visent à mettre en lumière les relations d'indépendance ou de dépendance entre les objectifs, de façon à éliminer les choix qui vont se révéler conflictuels, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas cohérents, les objectifs qui ne sont pas cohérents. Donc le second type d'analyse ont pour fonction d'établir des relations de priorité entre les différents objectifs. Donc pour cela, on classe les choix possibles et on leur affecte des coefficients. Et on les classe avec des coefficients en fonction des priorités arrêtées par l'entreprise. La quatrième étape dans le processus de formulation des objectifs, c'est l'analyse du caractère réalisable des objectifs. Donc le niveau d'inspiration ne doit pas être chimérique, comme une chimère. Aussi, doit-on commencer à s'interroger sur le point de savoir si on dispose des moyens suffisants pour atteindre les objectifs, des hommes bien formés et en nombre suffisant, des capitaux, des moyens, des connaissances technologiques, le savoir-faire, etc. Est-ce qu'on peut réaliser ces objectifs ou pas? La cinquième étape, c'est le choix d'un système d'objectifs. Donc parmi tous les choix possibles,
On va sélectionner les objectifs qui paraissent pertinents eu égard aux valeurs de l'équipe de direction. La dernière étape, c'est la mise en œuvre des objectifs. Donc les futurs responsables sont rencontrés, on leur expose les grandes lignes du plan, on négocie, on tente de vaincre la résistance puisqu'il va falloir s'attendre à certaines réticences de certaines personnes pour certaines raisons. Donc voilà en résumé les étapes à suivre pour la formulation des objectifs. La planification n'est pas la réponse à tous les problèmes de l'entreprise. On va voir dans ce point les principales limites de la planification. D'abord, il est impossible de tout prévoir. Il y a toujours des éléments qui échappent aux prévisions. Deuxièmement, on ne peut pas toujours maîtriser toutes les variables impliquées. C'est-à-dire, parfois, on prévoit, on voit un événement venir, mais on ne peut pas agir face à la situation. C'est un élément qui échappe complètement à notre contrôle. Troisièmement, en voulant trop planifier, on peut parfois étouffer le potentiel de créativité. C'est-à-dire de se limiter uniquement au plan, on ne laisse pas les gens prendre des initiatives, on ne laisse pas le personnel, on ne laisse pas une marge de créativité au personnel. Donc, on risque d'étouffer ce potentiel de créativité. Quatrième limite, c'est que l'excès de l'utilisation des calculs dans la planification se fait parfois au détriment de la réflexion, de l'intuition et de la synthèse. Parfois, l'intuition s'avère ou bien se montre plus réaliste que les calculs. On fait des calculs et finalement, il y a des éléments qui échappent à notre calcul et c'est l'intuition qui donne raison, l'intuition d'un cadre ou bien d'une équipe qui va être plus bénéfique pour l'entreprise. Donc la planification peut être une source de rigidité et devenir un obstacle important à la souplesse et nuire ainsi au développement d'idées innovatrices. Et enfin, la planification a tendance à favoriser la centralisation de la prise de décision, ce qui n'est pas toujours bon pour l'entreprise. Parfois, la centralisation est bonne pour l'entreprise et dans certains cas, il vaut mieux décentraliser. Mais souvent, la planification favorise la centralisation de la prise de décision.